Dans cette formation JavaScript, nous proposons d'exploiter tout le savoir acquis au fil des formations précédentes pour bâtir le jeu du pendu. L'internaute clique sur le bouton Débuter et grâce à l'indication qui lui est fournie, il s'agit d'un questionnaire mathématique interchangeable, il doit retrouver l'expression mystère encodée sous forme de tiré en tapant les lettres au clavier. Vous remarquez qu'aucune zone de saisie n'est prévue pour recevoir justement ces lettres tapées par l'internaute. C'est le corps de la page HTML par le biais d'un événement déclenché qui scrute les actions au clavier. Au fur et à mesure des lettres tapées, comme vous le remarquez, les lettres déjà empruntées sont marquées, sont grisées dans le clavier virtuel qui est fourni en bas de cette page web. Dans le même temps, l'image du pendu se dessine au fil des erreurs qui sont commises. Et vous remarquez que si d'aventure nous arrivions à retrouver intégralement le mot mystère, eh bien nous n'aurions pas de dégrémentation de notre score qui resterait fixé à 9 car nous avions commis 4 erreurs précédemment. Pour passer au mot suivant, il y en a 10 à parcourir pour finaliser le jeu. Afin de bien expliciter le code de cette application, nous proposons de décomposer cette formation en 3 volets. Et dans ce premier volet, l'objectif consiste à interpréter les actions de saisie, à les retranscrire pour fournir le premier mot encodé à dévoiler. Pour cela, nous devons d'abord réceptionner le questionnaire et générer les propositions aléatoires. Comme toujours, nous partons d'une page web existante offrant la structure et sur laquelle vous notez la présence du bouton débuter, mais bien sûr, à ce stade, si nous cliquons dessus, rien ne se produit puisque aucun code JavaScript n'est encore fonctionnel. Une fois que vous aurez téléchargé les sources, après décompression, vous obtiendrez le fichier de la page web principale accompagné de ses ressources externes. Et vous notez la présence d'un sous-dossier IMG pendu dans lequel figure toute cette progression des images du pendu sanctionnant les erreurs commises par l'internaute les unes à la suite des autres, sachant que 4 erreurs par mot au total sont permises et pas plus. Il y a aussi un sous-dossier JS fort important dans lequel figure un script externe. Ce script externe fournit le questionnaire, le voici, édité dans le Notepad++. Il s'agit d'une chaîne de caractères où l'ensemble des expressions avec l'indication et le mot à trouver est séparé d'une autre par un caractère remarquable, en l'occurrence l'étoile ici. Il y a bon nombre de questions qui sont proposées, si bien que nous pourrons les générer aléatoirement de manière à ne pas reproduire à chaque fois le même questionnaire. Et puis il y a donc le code de cette page web principale existante avec sa structure. Comme toujours dans la section aide, notez la référence à ce script externe, si bien que comme il est chargé en même temps que la page web, nous pourrons appeler sa fonction par son nom naturellement puisqu'elle sera chargée et donc reconnue. À l'intérieur de cette page web, vous remarquez l'imbrication des calques et notamment la partie gauche et la partie droite avec dans la partie gauche, dans un calque imbriqué, la partie sur les indications à trouver, le mot à reconstituer, la partie de synthèse avec le score, le clavier virtuel qui est situé en dessous de la page web avec toutes les lettres énumérées et chacun des calques nommés de façon judicieuse, explicite, avec un préfixe statique et puis un incrément selon le nom de la lettre pour pouvoir pointer dessus facilement par le biais du code afin, comme vous l'avez constaté dans la démonstration en préambule, pouvoir griser les lettres déjà employées pour que l'internaute sache desquelles il ne faudra plus se servir. Vous constatez de même en bas de cette page web une section de script dans laquelle un code est déjà existant. Pour aller à l'essentiel, nous avons prédéclaré l'ensemble des variables. Comme je vous le disais ici, l'objectif est de pouvoir se concentrer sur la réception du questionnaire dans un premier temps, et puis la génération aléatoire du premier mot, après avoir géré les événements des touches frappées par l'utilisateur au clavier. Nous devons notamment prendre soin de bien commenter ces variables. Cette variable booléenne fin servira tout simplement à ne pas autoriser l'utilisateur à taper des touches au clavier, ou plutôt à ne pas les interpréter quand la partie est scellée ou qu'elle est fermée. NBError est une variable qui parle d'elle-même. Elle permettra de décompter les erreurs commises par l'internaute à chaque fois qu'un caractère tapé n'est pas trouvé dans le mot mystère. Le nombre de mots passés, sachant que lorsqu'il atteindra la valeur de 10, nous aurons atteint la fin du questionnaire.
Un tableau de variables pour l'instant qui n'est pas affecté, fort logiquement, qui permettra de réceptionner l'ensemble des questions du questionnaire, c'est-à-dire la paire identification ou plutôt indication et mot mystère, le nombre de mots au total compris dans ce tableau pour savoir sur quelle fourchette nous pouvons générer un nombre aléatoire afin de générer ces questions, et puis d'autres variables qui permettront tout simplement de vérifier que nous n'avons pas déjà généré ce nombre, ou encore de pouvoir pointer précisément sur ce mot, de le mémoriser, le score initialisé à 10 puisque nous le décrémenterons au fur et à mesure des erreurs commises, et vous constatez une chaîne un peu particulière, lettres OK, qui énumère les unes à la suite des autres en majuscules l'ensemble des caractères qui sont autorisés, soit toutes les lettres de l'alphabet, pas d'accent, avec tous les chiffres. Cela signifie que nous l'utiliserons pour vérifier que l'internaute n'a pas tapé une lettre ou plutôt un caractère comme un symbole qui n'est pas autorisé afin de ne pas le considérer. Nous verrons que la variable la touche sera fort précieuse pour gérer une exception, celle de l'espace, car nous proposons dans ce jeu du pendu de dévoiler les espaces afin de faciliter la reconstitution du mot dès le début de la partie. Comme je vous le disais, dans un premier temps et donc dans ce premier volet, l'objectif consiste à pouvoir récupérer et donc charger le questionnaire qui est situé dans un script externe, plus précisément dans la variable str pour string que retourne la fonction mot à trouver. Nous proposons donc d'exploiter notre variable tabMot, notre tableau de variables qui n'est pas encore considéré comme tel à ce stade, pour pouvoir ranger chacun des mots-clés avec son indication dans une rangée ou dans une ligne explicitement différente. Et vous vous souvenez, nous l'avons vu à maintes reprises au cours de nos formations JavaScript, nous appelons certes notre fonction du script externe qui est déclarée en référence, donc sa fonction est reconnue par son propre nom, grâce à son nom tel qu'il est écrit, les deux parenthèses qui suivent, et nous allons appliquer sur cette chaîne de caractères retournée la méthode JavaScript split qui permet de découper la chaîne retournée sur un caractère remarquable. Ce caractère en l'occurrence est le symbole de l'étoile, c'est lui qui permet à chaque fois de séparer une question d'une autre. Cela signifie que chaque question, chaque indication avec son mot mystère sera ainsi rangée automatiquement dans une ligne indépendante du tableau de variables. Le tableau de variables est désormais affecté grâce à cette méthode split. Et dans la foulée, ce qui nous importe, c'est de connaître le nombre de mots mystères et d'indications qui ont été rangés, soit le nombre de lignes de ce tableau de variables, puisque c'est en fonction de ces bornes que nous allons générer un nombre aléatoire pour aller piocher un mot mystère au hasard, et surtout bien penser à ne pas reproduire le même dans une même partie. Et pour ce faire, comme vous le savez, un tableau de variables en JavaScript, en l'occurrence ici reconnu par son nom, tabMot, propose une propriété qui se nomme length. Length qui renvoie tout simplement sa dimension, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il contient. Et d'ailleurs, nous pouvons faire un petit test à ce stade, c'est-à-dire par le biais de la fonction alerte, afficher le résultat qui est stocké dans la variable nbmo et qui est censé retourner le nombre d'éléments ainsi stockés. Notez que l'appel de la fonction récupérée, dans laquelle nous sommes en train de coder, se fait naturellement dans la section de script en dehors de toute fonction. Ça veut dire que cet appel va se faire en même temps que la page se charge, si bien que nous devrions exécuter ce code et réceptionner le nombre de questions ainsi stockées dans le tableau de variables. Nous retournons donc sur notre page web et nous rafraîchissons avec la touche F5 notre navigateur pour constater en effet que la fonction alerte se déclenche et que vraisemblablement il y a 43 paires d'indications et de mots mystères à trouver, ce qui va nous permettre, puisque nous en proposerons 10 par partie, de générer à chaque fois des questionnaires qui seront susceptibles d'être différents d'une partie
à une autre. Bien sûr, cette fonction alerte a été exploitée à titre d'essai, donc nous la basculons en commentaire avec les 2 slash, et si d'aventure nous avions un doute, nous pourrions faire un autre essai qui consisterait à savoir, par exemple, quelle est la première indication et le premier mot mystère situé dans ce tableau de variables. Et vous savez qu'on peut pointer sur une rangée de ce tableau en lui passant entre crochets la valeur que nous souhaitons récupérer, ou plutôt la valeur située à cette ligne. Donc par exemple, nous souhaitons afficher la paire qui est située dans la première rangée de ce tableau de variables pour confirmer que nous avons bien réussi à réceptionner et à stocker le questionnaire. Nous revenons après enregistrement sur notre page web, que nous rafraîchissons avec la touche F5 du clavier, et vous constatez que la fonction alerte nous retourne cette indication trigonométrique, un cercle. L'indication est un cercle, il faut retrouver le mot trigonométrique sans accent, je vous le rappelle. En effet, si nous revenons dans notre éditeur et plus précisément sur le code de notre script externe, vous constatez que la première indication qui est fournie est bien un cercle et que le mot à trouver est bien trigonométrique. À chaque fois, chaque indication, chaque paire est séparée d'une autre par cette étoile. À la première rangée de ce tableau, nous avons donc confirmé que nous avions bien rangé la première paire. Il s'agit, comme je vous le disais, dans ce premier volet, d'être en mesure de gérer les événements au clavier, sachant que nous n'avons pas prévu sur notre page web de zone de saisie. Et c'est ce qu'il y a de particulièrement intéressant, car l'utilisateur n'aura pas à se soucier de recliquer dans la zone de saisie pour pouvoir enfin taper une lettre. Constatez que nous avons pré-réglé certaines choses dans cette page web, et notamment dans notre balise body qui délimite le corps de la page web, nous avons défini, ajouté un événement onKeyDone qui littéralement signifie lorsque une touche du clavier est pressée, est enfoncée, nous appelons la fonction clavier en lui passant l'argument event qui est reconnu par les navigateurs web comme un événement à gérer. Et constatez qu'effectivement, dans notre section inférieure du script, nous avons prévu cette fonction clavier qui attend précisément cet événement. Et ce que nous allons découvrir est tout à fait nouveau, la capacité à justement réceptionner cet événement pour interpréter la touche enfoncée au clavier par l'internaute. Mais pour ce faire et pour surtout bien coder, nous allons prévoir néanmoins, même si nous reviendrons dessus, les variables qui seront nécessaires pour la suite du développement, en commençant par une variable que nous allons nommer indice, qui ne servira pas tout de suite et qui va servir à réaliser une boucle pour parcourir l'ensemble des lettres du mot-clé à dévoiler afin de les comparer avec le caractère tapé par l'internaute. Et d'ailleurs, nous allons déclarer pour ce faire une variable, la lettre, qui porte bien son nom et qui servira justement à stocker cette lettre en cours de parcours dans la boucle du mot pour la comparaison. Il s'agit aussi de savoir si à l'issue de cette boucle, nous aurons trouvé ou non une correspondance. C'est pourquoi nous initialisons une variable booléenne à false. Nous partons du principe que, par défaut, la lettre proposée par l'internaute n'a pas été trouvée. Nous allons boucler dans chacun des caractères du mot mystère, et si d'aventure la lettre est trouvée, une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe, nous basculerons cette variable booléenne à true, qui permettra d'indiquer que cette lettre, ou plutôt cette action, est un succès, et que donc il ne faudra pas décrémenter le score, et attendre une prochaine action au clavier, afin de réaliser une nouvelle comparaison jusqu'à ce que le mot-clé complet soit trouvé. Test très important avant de poursuivre, vous avez constaté qu'il y avait dans les prédéclarations une variable fin, nous en avons parlé, déclarée comme un booléen initialisé à true, qui permet tout simplement d'indiquer que, si elle est vraie, que la partie est terminée. Si elle est terminée, ou plutôt qu'elle n'a pas commencé, cela ne sert à rien de chercher à interpréter les lettres tapées au clavier par l'utilisateur. Donc, tant que nous n'avons pas basculé cette variable fin à false, nous ne permettons pas à la suite du code de s'exécuter. C'est pourquoi
nous ajoutons l'instruction return qui, comme vous le savez, permet tout simplement de mettre fin à la fonction et donc de ne pas poursuivre la suite de l'exécution du code. En revanche, si cette variable vaut false, ça veut dire que par exemple l'utilisateur a cliqué sur le bouton débuter, il faudra qu'on s'en occupe d'ailleurs, eh bien la procédure peut se poursuivre et il s'agit tout simplement de pouvoir interpréter les actions effectuées au clavier par l'utilisateur. Et c'est pourquoi nous déclarons une variable que nous nommons touche et qui va permettre de réceptionner cet événement qui est censé être transmis au onKeyDone par le body, c'est-à-dire lorsque la page web, le corps de la page web intercepte une action au clavier effectuée par l'internaute. Il y a un objet que nous avons présenté à 2 reprises dans les formations précédentes, notamment pour récupérer les paramètres d'une URL window qui, comme son nom l'indique, eh bien, fait référence à la fenêtre du navigateur. Et nous allons l'associer à sa méthode event. L'objectif est de savoir si effectivement elle renvoie un événement de type keycode, c'est-à-dire qui correspond à un code d'un caractère, d'une lettre tapée par l'utilisateur au clavier. Et tout simplement, selon le navigateur, la propriété associée à cet événement, qui est passé, je vous le rappelle, en paramètre, qui vaut event en réalité, eh bien, selon le navigateur, peut être interprété par la propriété keycode ou encore par la propriété which. C'est pourquoi eh bien, nous utilisons cette instruction qui est un peu plus compactée mais qui est tout à fait fonctionnelle. C'est comme un if, le point d'interrogation consiste à savoir est-ce que l'événement est géré. S'il est géré, à ce moment-là, essaie de récupérer la propriété keycode. Dans le cas contraire, eh bien, essaie de récupérer la propriété which. La propriété which, tout simplement, en fonction du navigateur, va renvoyer elle aussi eh bien, l'information sur le code associé à la touche tapée au clavier par l'internaute. Il s'agit de ne pas se tromper dans la casse des propriétés employées, car je vous rappelle que JavaScript est sensible à la casse, et en l'occurrence j'avais mis un K majuscule à ma propriété keycode, alors qu'en réalité c'est du camel case, effectivement, c'est un K minuscule suivi d'un C majuscule pour pouvoir bien voir l'association des mots-clés qui construisent cette propriété. Une fois que, effectivement, nous avons gérer cet événement, nous allons pouvoir affiner notre résultat dans notre variable touche grâce à une méthode des variables de type string qui s'appelle fromCharCode, qui littéralement permet de récupérer eh bien, l'équivalent en caractères, si vous préférez, ou en lettres, du code du caractère qui a été ainsi interprété. fromCharCode qui nécessite, ou plutôt qui attend un paramètre. Ce paramètre est la touche elle-même qui a stocké la valeur retournée par la gestion d'événements que nous avons faite juste au-dessus. Et le principe ici est de pouvoir récupérer simplement le premier caractère de la chaîne qui nous est retournée. Et nous allons là aussi faire un premier petit test afin de nous assurer que nous avons été en mesure de réceptionner cette touche. Donc grâce à la fonction alerte, nous allons passer en paramètre notre variable touche pour l'afficher à l'écran et vérifier que au fur et à mesure que nous enfonçons des touches du clavier, eh bien que nous sommes capables de les interpréter pour pouvoir ensuite les comparer. Nous enregistrons les modifications, nous rafraîchissons notre page web et puis nous allons cliquer sur des touches du clavier. Vous constatez qu'il ne se produit rien. Petit oubli de ma part, et d'ailleurs c'est ce garde-fou que nous avions placé ici, c'est tout à fait normal. Comme je vous le disais, tant que la variable fin est initialisée à true, forcément l'application ne va pas se lancer, elle est initialisée à true par défaut. Cela signifie que il faut qu'à un moment donné, nous autorisions l'accès à la partie à l'utilisateur. Et pour ce faire, dans la fonction débuter, qui doit être appelée par le bouton débuter, eh bien, nous avons reçu le signal, nous avons reçu le message, et donc nous allons initialiser cette variable à false. Comme ces variables sont publiques, elles vont porter leur valeur au-delà des bornes des fonctions, si bien qu'elle sera reconnue avec la valeur ainsi affectée dans notre fonction clavier. Et comme je vous le disais donc, notre fonction débutée, puisque nous avions quand même préparé pas mal de travail dans cette page web, est appelée onClick, c'est-à-dire au clic sur le bouton débuter.
Au clic donc, cette variable est initialisée à false. Ce test échoue, si bien que la suite de notre code devrait être exécutée et nous devrions pouvoir vérifier que nous sommes en mesure de récupérer les touches du clavier correspondant aux caractères encodés réceptionnés par les événements ainsi générés. Nous revenons sur notre page web après avoir enregistré, nous rafraîchissons la page, nous cliquons sur le bouton débuter, nous enfonçons des touches au clavier et vous constatez effectivement que nous les réceptionnons. Je tape la lettre I, je tape la lettre R et vous remarquez qu'à chaque fois, je réceptionne cette même lettre convertie en majuscule. À ce stade, nous avons donc confirmation que non seulement nous sommes capables de générer les événements intervenant sur le corps d'une page web, bien qu'aucune zone de saisie ne soit présente, et en plus que nous sommes capables d'interpréter leurs valeurs. Donc, nous sommes capables de les exploiter pour la suite du développement afin de comparer chacune de ces touches avec les lettres potentiellement présentes dans le mot mystère masqué pour les comparer et les dévoiler au fur et à mesure. Avant de poursuivre l'exécution de ce code, nous devons ajouter quelques exceptions. La première consiste à nous assurer que nous n'avons pas enfoncé la barre d'espace, car comme je vous le disais, le principe consistera à dévoiler ce mot encodé, mais avec les espaces qui seront déjà proposés, de manière à ne pas porter l'utilisateur à confusion. Donc nous ajoutons un petit test ici qui consiste à vérifier si cette touche que nous venons de vérifier n'est pas celle de la barre d'espace. Car si tel est le cas, eh bien, il ne s'agit pas de poursuivre le traitement puisque les espaces seront dévoilés. C'est ce que nous verrons dans le deuxième de ces trois volets de cette formation du pendu. Nous allons tout simplement, dans la variable publique, inscrire ou plutôt affecter exactement la même valeur, car nous nous en servirons dans d'autres procédures pour refaire cette vérification sur des événements croisés. Donc nous affectons effectivement notre variable publique la touche, car je vous rappelle que notre variable touche est locale, donc elle ne va pas porter cette valeur au-delà. Et en l'occurrence, dans nos procédures suivant et débuter, nous aurons besoin de savoir si la touche enfoncée n'était pas la barre d'espace. Quoi qu'il en soit, à ce stade, c'est-à-dire lorsque nous gérons ces événements au clavier, c'est-à-dire des touches enfoncées par l'utilisateur, si effectivement il s'agit de la barre d'espace, eh bien nous ne souhaitons pas poursuivre l'exécution du code, nous sortons donc de la fonction avec l'instruction return. Et comme l'utilisateur potentiellement peut taper sur n'importe quelle touche du clavier, y compris le symbole étoile, le symbole slash, le tiret, et j'en passe, eh bien nous allons vérifier que la lettre tapée, encodée et récupérée dans notre variable touche est bien présente dans cette chaîne de caractères où tous les caractères autorisés sont énumérés. Si tel n'est pas le cas, idem, nous ne devons pas poursuivre la procédure. Et pour ce faire, je vous rappelle, nous l'avons vu à maintes reprises désormais, les chaînes de caractères proposent une méthode qui se nomme indexOf, permettant de renvoyer la position de l'occurrence cherchée dans la chaîne. Et si cette occurrence n'est pas trouvée, eh bien cette méthode indexOf va renvoyer la position -1. Si la position vaut -1, donc nous ne devons pas poursuivre le traitement de notre fonction. Ce que nous cherchons dans notre chaîne de caractères lettre OK, c'est notre touche qui est réceptionnée dans notre variable touche. Si la position vaut -1, comme je vous le disais, nous ne devons pas poursuivre, donc nous ajoutons à la suite notre instruction return. Comme il n'y a qu'une seule action, comme nous l'avons expliqué là aussi à maintes reprises, eh bien les accolades ne sont pas nécessaires, il suffit tout simplement de faire suivre notre instruction conditionnelle de notre action return. Nous mettons fin à la fonction, contrairement à la construction précédente où comme il y avait deux actions, forcément il fallait les encadrer avec les accolades. Je vous rappelle que dans les égalités à vérifier, pour les conditions, il faut doubler le symbole égal dans la syntaxe JavaScript, comme PHP et C# notamment. Et enfin, pour finir ce premier volet, puisque nous avons été en mesure de réceptionner, d'interpréter les lettres tapées par l'utilisateur au clavier, eh bien nous souhaitons tout simplement les griser tour à tour sur le clavier virtuel qui est fourni en dessous, à titre d'indication pour l'internaute, pour qu'il ne soit pas tenté de reproduire une touche qu'il a déjà suggérée. Bien sûr, à chaque nouveau mot, eh bien, nous devrons purger cet affichage pour repartir de zéro. Et pour ce faire, donc, nous devons accéder aux propriétés de ce calque qui
va tout simplement dépendre de la lettre enfoncée. Comme je vous le disais dans la présentation tout à l'heure, chaque lettre appartient à un calque bien précis, un div donc qui est nommé judicieusement du préfixe calque underscore suivi de la lettre à, à faire suivre, donc à concaténer. Pour pouvoir l'atteindre, comme vous le savez, puisqu'il s'agit de pouvoir modifier son arrière-plan, propriété background color, eh bien nous allons exploiter comme toujours, comme très souvent, la méthode getElementById de l'objet JavaScript document qui permet d'accéder à un contrôle HTML identifié précisément par son identifiant passé entre paramètres, entre parenthèses en paramètres. Cet identifiant est constitué d'une partie fixe qui est calque underscore et que nous devons concaténer tout simplement à la lettre tapée par l'internaute au clavier. Il s'agit de touches, mais je vous rappelle que quand nous la réceptionnons, eh bien, elle est interprétée en majuscule et pour ne pas prendre de risque, puisque nos identifiants sont construits avec des lettres en minuscules, nous allons exploiter une méthode des chaînes de caractères que nous avons déjà présentées elles aussi, qui se nomme toLowerCase et qui littéralement signifie que nous transformons ce caractère ou cette chaîne en minuscule. Deux parenthèses car il s'agit d'une méthode qui n'attend pas de paramètres, mais c'est une méthode donc de parenthèse. Nous fermons aussi la parenthèse de notre méthode getElementById qui à ce stade devrait nous avoir permis de pointer sur le calque correspondant à la touche pressée par l'utilisateur. Et ensuite il s'agit tout simplement d'accéder à la propriété backgroundColor qui est un attribut dérivé de la propriété style HTML de notre calque et qui s'écrit elle aussi en camel case comme on dit, background color, car en HTML, ces deux mots-clés sont séparés d'un tiret. Ce n'est pas le cas en JavaScript, car ce n'est pas la syntaxe du JavaScript que nous devons affecter à une couleur de fond explicitement différente de celle qui est proposée par défaut, afin de bien indiquer à l'internaute qu'il a déjà exploité cette lettre du clavier. Et ici, nous utilisons un code hexadécimal d'une couleur grise suffisamment foncée pour bien trancher avec le reste de la présentation. Nous enregistrons les modifications, nous rafraîchissons notre page web avec la touche F5 du clavier. Je m'aperçois que je n'ai pas mis en commentaire mon alerte ou bien qu'il s'agit juste d'une réactualisation en effet, puisque nous étions bien sur la page en cours. Nous cliquons sur le bouton débuter et au fur et à mesure que nous tapons des lettres au clavier, constatez que eh bien, les calques correspondants dans le clavier virtuel viennent se griser pour indiquer à l'utilisateur que ce n'est pas utile de proposer cette lettre qui a déjà été soumise afin de lui donner des indications confortables et ergonomiques. Et dans les prochains volets, donc, nous verrons comment il sera possible eh bien, de traiter ces chaînes de caractères pour reconstituer ces paires d'indications et de mots mystères à trouver encodés sous forme de tirets. Voilà pour ce premier des trois volets, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.